Une situation comme ça peut dégénérer à tout instant. Et aujourd'hui, le problème des chancelleries, c'est d'arriver à gagner du temps en espérant que les États-Unis, peut-être pas s'effondreront, parce qu'en fait, pratiquement personne ne souhaite ça, mais que les États-Unis déclineront avant d'avoir pu passer à l'acte. Donc chacun est en train de penser des systèmes d'alliance. Alors on voit la France, l'Allemagne, la Russie ont commencé à faire un triangle au départ pour s'opposer à la guerre en Irak. On voit que ce groupe s'est rapproché de la Chine de manière spectaculaire au cours des derniers mois, et que d'ailleurs la Chine a fait son entrée sur la scène internationale alors qu'elle ne jouait pas de rôle véritablement important sur la scène ni diplomatique ni économique internationale, mais là vraiment c'est une avancée gigantesque en très peu de temps. Bon. Il y a des axes nouveaux, comme par exemple le soutien apporté par la Chine à l'Iran, qui signifie l'entrée de la Chine sur l'échiquier au Proche-Orient. C'est tout à fait nouveau, ça bouleverse totalement les plans des États-Unis. Il peut se faire que dans quelque temps, on ait l'Iran qui adhère à l'Organisation de coopération de Shanghai avec la Russie et la Chine. Donc ça aussi, ça modifierait complètement les équilibres. Il y a les tentatives qui sont faites par certains États pétroliers pour se débarrasser du dollar. Donc cette question a été discutée d'abord à l'intérieur de l'organisation de la conférence islamique, puis à l'intérieur de l'OPEP. Et dans les deux cas, c'est quand même des discussions qui sont très avancées. On peut penser que dans quelques années, on va revenir au moins partiellement à l'étalon or, où on va convertir certains marchés en euros. Bon. Donc toutes ces choses-là auront des conséquences dramatiques sur l'économie des États-Unis et feront disparaître la menace qu'ils représentent. On amuse aujourd'hui les populations sur le péril islamique, comme on l'a amusé pendant longtemps sur le péril soviétique. En tout cas, compte tenu du degré de destruction des organisations que j'évoquais essentielles dans le maintien des solidarités, vous avez une situation qui est très très proche des situations qui font hurler à Berlin ou à Paris. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je suis particulièrement frappée par l'instrumentalisation de la mémoire. Je considère que d'abord que c'est une insulte aux morts, et que c'est surtout une insulte à la réalité historique. On nous dit qu'on rend hommage aux exterminés, on prétend aujourd'hui conduire la guerre contre l'antisémitisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions, il faut se dire qu'il y a toute une série de philosémites de très fraîche extraction qui ont été des antisémites acharnés, qui sont capables de retourner leur veste exactement comme ils l'ont retourné en 1939 ou 1940. Je pourrais vous faire la démonstration. Hein. J'en connais des philosémites de 1939 et même du début de 1940 qui se sont retournés. Et que, si vous voulez, les mêmes qui prétendent honorer la mémoire conduisent contre les populations de religion islamique ou présumée une campagne qui conduit par exemple à ce qu'une jeune femme se fasse assommer parce qu'elle porte un voile, etc., sans que les journalistes bougent, alors qu'on a eu une espèce de tourmente quand une jeune femme a été présentée comme victime d'un attentat antisémite. Ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient cristallise en fait le malaise, selon moi.
du droit international. Parce qu'on va y arriver. On va transcender ces frontières géographiques, ethniques, religieuses. On va y arriver parce qu'elles n'ont plus aucune raison d'être. Aujourd'hui, plus personne n'a de raison d'être juif, musulman, chrétien. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus. Ça a servi certainement à l'époque préhistorique à constituer une sorte de plateforme de civilisation qui nous permet aujourd'hui d'envisager la lumière. La lumière, pour moi, c'est le droit international. C'est amusant aujourd'hui de voir les gens se débattre dans leur sentiment communautaire. Et Sarkozy, tous ces hommes de bonne volonté, si on veut les appeler comme ça, qui voudraient alors maintenant qu'on crée des conseils du culte musulman, le CRIF, renforcer l'esprit communautaire. Ils sont en train de remettre même en cause la loi de 1905 sur la laïcité, dont nous fêterons le centenaire cette année. On revient là, c'est l'impression effectivement d'être moi, citoyen français républicain, athée, rejeté en fait du projet de cette nouvelle république sarkozienne qui est en train de se mettre en place, avec cette volonté sectaire insupportable, quoi. Aujourd'hui, c'est amusant de voir tous ces tabous qui s'installent. On pourra bientôt plus se moquer. D'Israël, bon, ça c'est autant violer un enfant, c'est quand même beaucoup moins grave. Alors l'homosexualité qui commence à arriver, les Noirs évidemment, les Arabes, les femmes. Bientôt, il y aura des humoristes pour chaque communauté. Nous vivons la crise, pas seulement de la société, de la politique, nous vivons la crise des rapports entre les hommes et les femmes, des rapports entre les parents et les enfants. Et ça surtout dans ce domaine émotionnel et moral. Et il n'empêche, on a sans arrêt partout dans tous les grands médias occidentaux et de la part d'un très grand nombre des intellectuels, le discours qui ne parle que des valeurs morales, de l'humanisme, de notre obligation, notre générosité, l'obligation d'aider les autres, etc., etc. Et si vous voulez, pour vous donner un exemple, enfin, je ne sais pas si ça vous plaira parce que c'est quelque chose d'un peu, disons, provocateur. Les visages qui représentent notre grandeur morale, depuis surtout la fin de la guerre froide, il y a trois visages. Ce sont Elie Wiesel, Václav Havel et Bernard Kouchner. Ces trois hommes représentent d'une certaine manière les plus grands malheurs de la société moderne. Elie Wiesel, il représente la terrible tragédie juive. Václav Havel représente le mouvement dissident de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire nous, les héros dissidents qui se battaient contre le stalinisme avec l'arrière-plan de Goulag, enfin l'horreur stalinienne, etc. Et la lumière des dissidents qui, au nom de la morale, principalement, c'était d'abord une révolte morale, combattaient cette horreur. Et vous avez Bernard Kouchner qui représente le malheur de la pauvreté du monde, le peuple qui souffre, le tiers-monde, etc., etc., cette souffrance-là. Ces trois grandes expériences, ces trois, disons, immenses malheurs qui sont plus ou moins tout le temps présents dans la conscience de chaque homme dans la société dans laquelle nous vivons. Donc ces trois hommes-là, dans chaque guerre américaine, dans toutes les situations où les intérêts occidentaux ont été mis en cause d'une certaine manière depuis la fin de la guerre froide, vous trouverez ces trois hommes qui soutiennent sans la moindre ambiguïté la politique officielle américaine ou défendent les intérêts occidentaux, toujours avec cette rhétorique moralisatrice et en expliquant un peu, c'est-à-dire ce sont les médias qui ajoutent. S'il s'agit d'Elie Wiesel, d'une certaine manière, on dirait que les Juifs qui sont disparus dans les camps de concentration sont contents, en fait, de triomphe de l'impérialisme américain, que d'une certaine manière, leurs ombres sont défendues par les grandes puissances occidentales. Ou pour Václav Havel, on dirait que les dissidents n'ont vécu que pour voir le triomphe de l'impérialisme américain.
Ou pour Bernard Kouchner, la même chose. Vous savez qu'il n'y a que de défendre les peuples, les pauvres, etc. Au fait, en soutenant chaque guerre américaine menée où que ce soit, contre qui que ce soit. Quand on fait le bilan, on voit le chaos en Irak, l'ONU discréditée. On pensait qu'on irait vers un monde plus sûr, or on vient d'apprendre que Al-Qaïda existait toujours, des attentats au Maroc, en Arabie Saoudite. Franchement, est-ce que ça valait la peine de faire une guerre pour arriver à ce résultat-là? Ça vaut toujours la peine de se débarrasser d'un salaud, d'un assassin de son peuple. Le chaos, il existait avant. Que je sache, il n'y avait pas une invasion de l'Irak et il y avait eu les Twin Towers, et il y avait eu des attentats partout, et il y en aura encore. Le terrorisme de l'extrémisme musulman, pas des musulmans, est devant nous. Mais on nous avait dit... Non, on nous avait rien dit de tout ça. On avait dit on poursuit et on avait dit bravo parce que dans, évidemment, George Bush a dit quand même, on va vers un monde plus sûr, ça y est, on a... Oui, mais il n'a pas dit en combien de temps. Qui croit que la dimension du temps... Mais l'Irak n'est à peine commencé. Les opérations de maintien ou d'imposition de la paix durent des années. Quand M. Gardner est venu nous dire qu'il resterait 3 mois, ça faisait tristement rire. C'est pas ça du tout. Ils disent on peut imposer la démocratie par la force. Nous, Américains, pouvons seuls décider du bien et du mal sur cette planète. C'est un langage que je déteste. Mais seules les victimes peuvent en juger. Seuls les Irakiens pouvaient dire non, ces Américains-là, nous n'en voulons pas. Et personne ne l'a dit, au contraire. Je suis allé, et vous aussi, voir les chiites, voir les Kurdes, c'est-à-dire 80% du pays ou 85%, moins de 2 mois avant la guerre. Ils voulaient cette guerre car ils la vivaient d'avance comme une libération. On voit effectivement cette arrogance des puissants aujourd'hui, qui est de plus en plus... Ils n'ont même plus besoin de se cacher. Je prends mon exemple. Bon, j'ai vécu un petit lynchage médiatique de la part d'un Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui appelle au boycott de mon spectacle. C'est un philosophe milliardaire dont la famille a fait fortune dans le bois précieux africain et qui voudrait me donner à moi des leçons de morale en m'expliquant ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je ne prétends pas incarner la raison, mais qu'un philosophe milliardaire qui gère une fortune colossale et qui a participé au dépouillement et à la déforestation d'une zone particulièrement sensible en Afrique, chemise ouverte sur poil, nous explique où se racent le bien et le mal. On est dans une société où je pense que c'est peut-être par l'humour, moi c'est ma conviction, c'est simplement en montrant qui sont les véritables clowns. Parce que quand on regarde réellement les choses, cette façon de mentir, cette arrogance, c'est extrêmement amusant. C'est extrêmement drôle de voir à quel point l'homme, la conscience humaine, peut se ridiculiser face à ce qui est la vérité. C'est étonnant. Cet homme est un clown des temps modernes, mais effectivement, on a l'impression, parce qu'il profite, parce qu'il a beaucoup d'argent, il a des milliards que je n'ai pas. Mais les milliards, ça n'est pas la raison. Les milliards, c'est une utopie, c'est un rêve fou vers lequel il court et qui les conduira de toute façon, on le sait tous, droit dans le mur.